marchandises se situe au niveau notamment des longues distances. Bonjour. Le report modal est considéré comme un levier important de décarbonation, mais il a du mal à décoller. Nous allons voir pourquoi avec nos participants. Avec nous ce matin, un opérateur ferroviaire, un transport routier et le gestionnaire et le promoteur de la voie d'eau en France. Alors avec nous ce matin, Alexandre Gallo, PDG de la Deutsche Bahn France. Vous êtes également président de l'Association française du rail et administrateur de l'UTP, l'Union des transports publics. Bonjour. Yann Collin, à votre droite, directeur des mobilités vertes chez Berenew. Bonjour. Bonjour. Et Cécile Coas, merci, vous avez eu des soucis de transport ce matin, mais vous êtes là, donc merci encore. Vous êtes responsable de la mission innovation au sein de VNF Lyon et référente nationale sur la transition énergétique. Et j'insistais aussi sur un point, par le passé, vous avez été chargeur, c'est important, en tant que responsable logistique chez ASN, Alcatel Submarine Network, à l'usine de Calais, et chez le fabricant de climatiseurs Carrier. C'est bien ça. Bonjour à tous. On retourne sur la voie ferrée, cette fois avec Alexandre Gallo. Alors, que font les Allemands différemment de nous, les Français ? Merci Nathalie. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, là tu me vois, ça me perturbe un peu. Il ne faut pas croire que l'Allemagne c'est le paradis du fret ferroviaire. Chacun ses difficultés. Mais qu'est-ce qu'ils font de différent ? D'abord, les Allemands, ils investissent beaucoup, mais ils ont résolu l'équation de l'investissement, puisque en France, on a gros besoin d'investissement. Les Allemands ont mis en place la Maut, qui est un péage routier. Et qui prend en compte les 3 dimensions d'externalité et de nuisance que peut apporter, de nuisance, de pollution que peut apporter le transport routier, à savoir les émissions de gaz à effet de serre, la pollution sonore et l'usure des routes. Et tout ça modulé en fonction du poids, en fonction de la catégorie de véhicule. Et qui va sacrément augmenter l'année prochaine à toutes les catégories. Parce que les Allemands ont lancé aussi un grand programme de rénovation et de développement de leur réseau, et surtout la mise en place de l'électrification d'un grand nombre de lignes régionales qui circulaient sous diesel. Donc la politique aujourd'hui allemande, elle est extrêmement orientée sur la rénovation de leur infrastructure. La Maut, alors le besoin en financement d'infrastructures de l'Allemagne annuel est aux alentours de 8,9 milliards par an pour rénover et développer le réseau ferré. Et ces 8,9 milliards par an, ils vont être financés comment ? À concurrence déjà de 8,3 milliards par ces péages. Donc, ce sont des choses qui sont différentes. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que la part modale du port de Hambourg pour le fret ferroviaire, c'est 50%. 50% des flux qui sortent du port de Hambourg, c'est du ferroviaire. 10%, c'est du fluvial. Et 40%, c'est de la route. Donc, je dirais qu'il y a une très forte incitation aujourd'hui. Et un chargeur, quand il arrive, il sort du port de Hambourg, et puis après on fera un parallèle avec le port, parce que je pense que c'est une dimension intéressante, mais c'est peut-être probablement la question d'après. Temps permettant, comme on dit dans le maritime. Exactement. Un chargeur, il ne se pose pas la question. Il se dit... quand on lui dit on va prendre la route en sortie du port de Hambourg, il dit mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de services ferroviaires, parce qu'il y a une flexibilité, parce qu'il y a une ponctualité qui est beaucoup plus importante que celle qu'on peut rencontrer en France. Et comment inviter justement les chargeurs à utiliser d'autres modes ferroviaires, fluviales dans la région ? Quels sont les leviers selon vous ? Dans une grande région maritime comme celle de Marseille et la Provence en règle générale, évidemment, le port et les ports sont, pardonnez-moi l'expression, mais les locomotives de la décarbonation. Les ports passeront nécessairement et seront nécessairement les vecteurs de ce report modal, parce qu'autour des ports, il y a toute cette économie qui peut aujourd'hui nier que la zone logistique de Saint-Martin-de-Crau, qui voit également de gros flux continentaux, est totalement déconnecté du port de Fos et du port de Marseille. Donc, de quoi ont besoin les chargeurs aujourd'hui pour passer sur le ferroviaire ? Et
ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de fiabilité, ils ont besoin de ponctualité et ils ont besoin de coûts parce que la route est extrêmement compétitive. La fiabilité, ça passe par quoi? Ça passe d'abord par un cadre social, on ne va pas se mentir. Les grèves à répétition aujourd'hui sur le réseau en France, les grèves à répétition dans les ports français n'incitent pas aujourd'hui les chargeurs soit à entrer en France par les ports français et encore moins à remettre leurs marchandises sur le ferroviaire. La ponctualité des services ferroviaires, elle passe également par le réseau. Un réseau moderne, un réseau bien cadencé, avec de la capacité. Pour opérer un report modal efficace, il y a 3 composantes. Il y a la capacité du réseau, c'est-à-dire le nombre de trains que le réseau va pouvoir prendre, le gabarit, qui est important, c'est-à-dire que plus le gabarit va être important, plus on va pouvoir mettre des volumes sur le train. Et la 3e composante, c'est l'installation terminale. Alors, l'installation terminale, Claude Fauché en a parlé tout à l'heure. Effectivement, la région, le département, la métropole a bien pris l'acte. Le triage de Miramas a été rénové. Des ITE sont en cours de développement, des installations terminales. Donc ça, je pense que c'est un des points clés. Aujourd'hui, la capacité, on ne l'a pas. Au départ du port de Marseille, comme au départ du port de Fos. On n'a pas assez de sillons. Pourquoi est-ce que la ville de Nice ne peut pas être desservie, par exemple, ferroviairement par le port de Marseille et va plutôt à Gênes? Et quand on sait que c'est quand même assez difficile de faire des trains de Gênes à Nice, c'est vraiment dommage. Et pourquoi? Parce qu'il y a 4 sillons fret qui sont disponibles aujourd'hui entre Marseille et Nice. C'est ça la réalité, 4 sillons fret. Donc, comment est-ce qu'on peut faire passer massivement des trains lorsqu'on n'a pas la capacité? Le gabarit. Le gabarit, aujourd'hui, on a un port de Marseille qui est un port qui est très orienté sur le roulier. Et il y a un très fort gisement, au moins 100 000 remorques qui vont transiter chaque année par le port de Marseille, donc par les bassins Est. Il est dommage qu'aujourd'hui, le gabarit ne soit pas le gabarit en P400, donc pour prendre des remorques de grande hauteur, ne soit pas dégagé sur les entrées de Marseille. Ça, c'est très dommageable. Alors, c'est en train d'être pris en compte dans le cadre de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire. Mais malheureusement, l'horizon est quand même trop lointain. Quand on parle de doublement de la part modale à 2030, je pense qu'on n'y sera probablement pas parce qu'on prend beaucoup de retard. Et encore une fois, comme l'a dit Claude Fauché, le ferroviaire, on est sur du temps long. Donc à partir du moment où on le décide, pour l'exécution des travaux, c'est à minima 3-4 ans. Et le matériel dans le fret est un peu moins problématique que dans le voyageur parce qu'il y a quand même un volant de matériel relativement important. On a calculé dans le cadre des travaux de l'Alliance 4F qu'avec la flotte de wagons que nous avons actuellement en service en Europe, on peut faire 25% de trains supplémentaires. Avec la capacité, avec une capacité améliorée sur le réseau. D'accord. Merci pour toutes ces remarques et ces interpellations qui, j'espère, seront débattues tout à l'heure en atelier. Je me tourne vers Yann Collin. Alors, Bereignoux, la route, on a tendance à penser que c'est plus simple, c'est plus agile, mais comme on le disait, on l'a montré tout à l'heure, ça pollue encore énormément. Alors, vous êtes très impliqué, votre société est très impliquée dans la décarbonation du transport routier de marchandises, donc avec secteur responsable de 30% des émissions de CO2. Et ces 30 dernières années, on le disait, les émissions de gaz à effet de serre de la filière en France ont augmenté de 9%. Quels sont les leviers, selon vous, pour décarboner la route? L'optimisation des tournées de livraison, les ramasses. Est-ce qu'il faut changer aussi les motorisations? Comment la planification écologique peut-elle aider votre secteur à accélérer? Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Alors je dirais qu'aujourd'hui, le transport routier, oui, effectivement, on participe à un tiers des émissions. C'est un constat. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a 2 leviers. On a besoin des camions. Alors, on a besoin des camions. Alors, le report modal est effectivement une solution pour décarboner, bien évidemment. Ça permet de mettre plus de marchandises sur un seul moyen de transport, entre guillemets. Malgré tout, les derniers kilomètres, certains axes qui ne sont pas équipés en voie ferrée, et puis le volume global de marchandises à transporter qui ne peut pas être opéré uniquement ou en grande partie par le ferroviaire, par exemple. Donc oui, on a notre place, mais on se doit d'avoir un certain nombre de démarches pour décarboner. D'initiatives. Alors le groupe Bereignoux aujourd'hui est très en avance, plutôt pionnier
dans cette démarche de décarbonation. Alors, plusieurs leviers. Alors, le premier levier sur lequel on n'a pas forcément beaucoup la main, c'est tout ce qui est exploitation de transport, puisqu'aujourd'hui, nous, on opère pour nos clients. Donc, la plupart sont des industriels ou la grande distribution. Donc, c'est eux qui ont la main. La marchandise part d'une plateforme pour aller soit sur une autre plateforme, soit sur un magasin, par exemple. Donc il est difficile d'avoir la main dessus, puisqu'on est contraint à des organisations qu'ils nous confient, logistiques, avec des horaires de chargement, des horaires de livraison, une quantité de marchandises qui est prédéfinie par eux. Ce n'est pas nous qui choisissons quelle quantité de palettes on met dans nos camions. Et puis, des contraintes d'horaire, c'est-à-dire de livrer le plus vite possible. Grosso modo, aujourd'hui, malheureusement, on est rentré dans un cycle de livraison qui est assez infernal depuis une dizaine d'années, où on nous diminue, je dirais, les temps d'attente. Moi, je suis rentré dans le transport il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on vous donnait une livraison à 14 heures. Vous pouviez livrer jusqu'à 15 heures sans pénalité, sans avoir de difficulté. On vous prenait. Aujourd'hui, c'est en majorité 15 minutes. Je rappelle que le transport routier, il y a des aléas. Il y a des aléas, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est de l'humain, c'est de la technologie, c'est du trafic, c'est de la météorologie, c'est la météo. Voilà. Donc c'est pas aussi simple. Malgré tout, de par, je dirais, la nécessité commerciale de continuer à faire du business, on a accepté, malgré nous, toutes ces contraintes. Aujourd'hui, on arrive à un moment où on est au plafond là. On touche le plafond et ça génère malheureusement des comportements d'activité transport qui sont complètement déraisonnables en termes de décarbonation, d'émissions, de même économique, où on est obligé, sur une partie des activités, notamment sur les saisons, de livrer le client sans recharger, puisqu'on doit revenir tout de suite au point de chargement pour relivrer les volumes qui sont livrés. Mais qui est le responsable? Est-ce que c'est le consommateur, l'industriel, le chargeur? Est-ce qu'il faut changer notre façon de consommer? Parce que dans la présentation d'Antoine Comte-Bello, on a vu qu'il fallait changer notre façon d'aller travailler. Bien sûr. On l'est tous aujourd'hui. Toutes ces démarches d'accentuer ce rythme, de mettre beaucoup plus de pression sur la livraison. Ça a été initié, bien évidemment, par principalement les distributeurs, même si ce sont nos principaux clients, hein, pas hésiter à le dire, par les distributeurs qui, à la course au meilleur service client, ont fait toutes ces démarches, ont accentué cette pression. Nous, en tant que consommateurs, on est responsables, puisque aujourd'hui, on clique. On clique, on reçoit la marchandise. J'ai un client avec qui on travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Vous commandez votre produit sur son site internet jusqu'à 21h, voire 22h. Le lendemain matin, vous êtes livré. Quasiment 100% de son offre. Donc, ce qui génère, à titre d'exemple, des envois de camions. Donc un tracteur avec une remorque, 13,40 m, on peut mettre 33 palettes. Parfois, il y a 10 palettes, 15 palettes pour livrer le magasin, puisque l'attendu client est la priorité de ce client-là. Nous, transporteurs, on est aussi responsables, puisqu'on a accepté, depuis des années, de rentrer dans ce rythme infernal. Voilà, donc, je dirais, l'un des leviers, aujourd'hui, pour aller sur la décarbonation, sur l'efficience environnementale, c'est de réduire cette pression temporelle, de détendre un petit peu tout cela, lever le pied, peut-être rajouter, je ne sais pas moi, 24 heures, ce qui permettrait sûrement au client d'optimiser ses camions, c'est-à-dire cumuler les commandes sur un même camion. Et puis l'autre levier sur cette partie exploitation, c'est de réduire les kilomètres à vide, bien évidemment. Donc de pouvoir là aussi réduire cet impact de véhicules aujourd'hui diesel pour la majorité, qui roulent avec rien dans la remorque. Donc ça, c'est une aberration aussi. Et je dirais que tout cela, c'est totalement corrélé avec l'aspect économique. Puisque quand vous faites tourner des camions, notamment en pleine saison, où ils reviennent à vide, ce kilomètre à vide, nous, on ne les facture pas. Donc en tant que transporteur, c'est un coût énorme qui bien évidemment, dégrade notre rentabilité. Donc je dirais que ça, c'est sur la partie exploitation en termes de levier. Et puis après, vous l'avez dit, Nathalie, il y a toute la partie technologique, énergétique, donc avec les nouvelles solutions qui nous sont offertes.
On a la chance, et je le dis vraiment, moi ça fait plus de 3 ans que je travaille sur ces projets de décarbonation au sein de l'entreprise. On a la chance aujourd'hui d'avoir une multitude de solutions. Je me rappelle en 2015 quand on a acheté nos premiers camions GNL, il n'y avait que cette solution. Et encore, elle décarbonait à 10-15%, donc on était loin du compte. Et aujourd'hui, on a un mix énergétique. Aujourd'hui, le groupe BER, mais on est d'autres transporteurs et d'autres acteurs de la filière qui parient dessus. Donc ce mix énergétique sur lequel on parie pour décarboner nos activités, également pour décarboner celles de nos clients, puisque c'est eux qui sont aussi demandeurs. Ça va être, on en parlait tout à l'heure, le biocarburant. Les biocarburants, alors XTL, B100, nous on privilégie le XTL. Donc c'est du recyclage d'huile végétale, industrielle, animale. Donc c'est un produit c'est un déchet en fait qui est réutilisé et qui décarbone entre 80 et 90%. Donc là il y a une véritable efficience sur la décarbonation. Le biogaz issu de la méthanisation. Donc là aussi on est sur une décarbonation à hauteur de 80%. C'est un produit qui est en train de se développer. Alors non pas sur la partie méthanisation des déchets agricoles, puisqu'elle existe déjà dans nombre de domaines agricoles, mais sur la partie distribution. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça œuvre beaucoup sur le transport de voyageurs, énormément. Je pense que la FNTV peut valider cela, mais le transport de voyageurs a été sur cette partie-là un peu pionnier. Nous, le transport de marchandises, on arrive dans la foulée, mais on y vient. Et puis enfin, les deux autres solutions que nous avons choisies sur le mix énergétique, c'est le véhicule à batterie, électrique à batterie, et le véhicule hydrogène, que ce soit pile à combustible, donc électrique à pile à combustible, ou moteur à combustion interne, puisqu'il y a deux solutions aujourd'hui qui sont proposées sur l'hydrogène. Je dirais que grâce à cela, on va pouvoir véritablement décarboner nos activités, mais on va le faire de manière assez lente, puisque si on prend sur l'électromobilité, les véhicules à batterie, aujourd'hui, on est sur des volumes de commercialisation par les constructeurs qui est très limité. On est vraiment sur des volumes très limités. L'hydrogène, aujourd'hui, les seuls véhicules qui tournent, alors non pas en France, mais en Europe, sont en Suisse et en Allemagne. C'est des véhicules qui sont produits par Hyundai. Alors, c'est des véhicules qui fonctionnent très très bien. Par contre, il y a une chose qui est plutôt très positive sur ces nouvelles technologies, c'est qu'elles sont fiables. Juste pour information, il faut savoir que sur un véhicule électrique, comparé à un véhicule diesel, vous avez entre 60 et 80% de pièces en mouvement en moins. Donc vous imaginez l'efficience plus importante et puis surtout le risque de panne qui est nettement diminué. Donc on a ces solutions-là. Je dirais l'hydrogène est une solution aujourd'hui qui n'est pas forcément la solution de mobilité lourde à l'hydrogène. C'est pas quelque chose qui est fortement porté dans le pays, clairement. Si on peut comparer par exemple à l'Allemagne, à l'Italie ou l'Espagne, c'était les 3 pays qui étaient cités tout à l'heure, mais c'est des pays qui sont forts en termes d'accompagnement des différents acteurs de la filière. En France, c'est un peu plus compliqué. La France est plutôt sur le véhicule à batterie. Les solutions arrivent, sauf que cette solution-là ne va pas couvrir tous les usages. Il y aura peut-être des arbitrages. Il y aura des arbitrages. Je pense qu'ils vont se faire naturellement, que ce soit par les subventions accordées ou pas, par les choix aussi des transporteurs, le choix des chargeurs d'aller ou pas sur telle ou telle technologie. Les coûts des matériels, la mise à l'échelle, effectivement. Le choix de l'État aussi d'orienter telle ou telle énergie vers telle ou telle activité. Aujourd'hui, l'hydrogène, pour l'État, est majoritairement prévu pour l'industrie, par exemple. L'industrie. Voilà. Merci, Johan, pour toutes ces pistes de réflexion. Alors, je me tourne vers vous, Cécile Coas. Le bassin de la Seine est dynamique, globalement. Mais pourquoi le bassin Rhône-Saône est à la peine On voit, je dirais même pire, que les flux de conteneurs, en tout cas, reculent sur le fleuve. Quels sont, selon vous, les leviers pour accélérer le report modal, pour mettre des conteneurs sur le fleuve ? Oui, bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. En effet, le transport fluvial sur le bassin Rhône-Saône stagne, ne baisse pas forcément, hormis sur effectivement la filière conteneurs ou la filière produits chimiques. En tous les cas,
il augmente sur d'autres filières, la filière agricole, le bois par exemple, sur le BTP. En France, le transport fluvial, c'est 52 millions de tonnes transportées. Sur le bassin Rhône-Saône, c'est 5 millions. Donc on voit qu'il y a quand même un gros gap. On a une capacité d'augmentation qui est du doublement sur le bassin, puisqu'aujourd'hui, les gabarits sont tout à fait existants. On a 600 km de voies à grand gabarit, 1200 en tout avec des voies à petit gabarit qui vont rejoindre le nord de la France. Donc nous, contrairement aux ferroviaires, nous n'avons pas de souci de gabarit. On a plutôt un souci d'attractivité, malheureusement, pour développer la multimodalité. Je ne mettrai pas en opposition le transport fluvial avec le transport routier. On a vraiment des complémentarités à développer ensemble. Il y a beaucoup de transporteurs aujourd'hui qui se tournent vers le transport fluvial au niveau du bassin, au niveau de la France également. Des transporteurs routiers tels que les transports Combron, des chargeurs, qui aujourd'hui ont fait le choix d'investir dans des flottes directement pour ne plus passer par des intermédiaires et gérer leur flux de transport fluvial. Parce que c'est vrai que quand on est chargeur ou transporteur routier, le transport fluvial peut peut-être paraître un peu exotique. Voilà, il y a des périodes d'étiage, des périodes de crue, des écluses, des ports fluviaux. Donc je crois que tout ça n'est pas encore suffisamment transparent et on a effectivement de nombreux leviers de développement, d'analyse pour rendre plus accessible le transport fluvial, tant au niveau des chargeurs qu'au niveau des transporteurs routiers ou ferroviaires. En ce qui concerne le ferroviaire, c'est vrai qu'on travaille de manière de plus en plus complémentaire. Aujourd'hui, le conseil de coordination interportuaire qui est mis en place à la demande du président nous réunit le secteur ferroviaire, le secteur fluvial, les opérateurs, le port maritime, bien sûr, pour travailler sur la dynamique de notre axe. Je le rappelle, l'axe, c'est 9 ports fluviaux, 3 ports maritimes, donc un axe, un hinterland naturel du port de Marseille qui est quand même un potentiel extraordinaire de report modal et donc de décarbonation. En fait, aujourd'hui, je croyais qu'on allait me faire parler de décarbonation, ce qui n'est pas le cas, comme vous l'avez fait effectivement, puisque moi, le point prioritaire de mes missions, c'est vraiment de travailler sur le transport fluvial à 2035 et à 2050, et donc sa décarbonation, comment on va faire. Vous l'avez très bien expliqué, on a les mêmes problèmes dans le transport fluvial, c'est-à-dire qu'il y a un mix énergétique qui s'adresse devant nous. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il va falloir l'appréhender selon plusieurs étapes, 2035-2050, avec donc toutes les énergies qui s'offrent, le biométhane, le méthanol, l'hydrogène, et toute la complexité que ça entraîne d'intégrer ces nouvelles énergies dans nos bateaux. Donc on a fait le choix, tout comme la route, de contribuer à la décarbonation, même si on décarbone déjà, puisque par l'effet du report modal, on massifie, donc on peut emporter jusqu'à 250 camions dans un convoi fluvial, donc ce qui est énorme, ce qui permet de diminuer de l'ordre de 3 fois moins les émissions de gaz à effet de serre et de CO2, en passant par le transport fluvial, je le répète encore, via une organisation multimodale, puisque sinon, pour faire du transport fluvial de bout en bout, il faut avoir des usines qui sont bord à voie d'eau, ce qui n'est pas le cas de tous les chargeurs qui souhaitent passer par le transport fluvial. Donc voilà, dans les leviers de développement, on a cette question du verdissement, donc pour rendre encore plus attractif le transport fluvial, avec le passage par les biocarburants. C'est notre choix également. J'espère qu'il y en aura assez pour tous. Il faut manger des frites, puisque les huiles usagées viennent en majeure partie des huiles de friture ou de graisse animale. Là, c'est un peu moins sympathique. Est-ce que l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies vous permettront d'optimiser justement la rencontre entre le camion, la barge, le fer et le camion J'y venais. C'est vraiment un des objectifs, un des leviers de développement du CCIL, c'est de travailler à la digitalisation des services, donc au développement d'intelligence artificielle, notamment pour construire un axe plus intégré au niveau des ports, mais aussi avec les autres modes de transport, c'est-à-dire par le biais de blockchain. Donc il y a eu une expérimentation blockchain l'an dernier qui s'est opérée sur notre bassin et on va étendre le logiciel CI5 du Grand Port Maritime à l'ensemble des ports fluviaux, ce qui permettra quand même
aux compagnies maritimes, aux chargeurs qui s'y connectent, d'avoir une information en juste à temps et de pouvoir répondre aux questions qui se posent quand on fait appel à une organisation multimodale. Ça marche pas ? Allô, oui. Je dirais que oui, l'intelligence artificielle aura une importance, mais pas tout de suite. On en est loin. Déjà, il va falloir que l'ensemble des acteurs digitalisent leurs activités. Si on prend l'entreprise Berenew, aujourd'hui, on est en train de digitaliser l'ensemble des services du groupe, mais ça prend du temps. Après, quand vous commencez la digitalisation d'une entreprise, il faut un certain temps. Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui nécessite des développlements un peu plus coûteux. C'est pareil, c'est qui paye, comment on répercute demain les surcoûts. Et je vais me permettre de faire un tout petit supplément, c'est de parler de l'aspect économique, puisqu'aujourd'hui, et ça a été dit à plusieurs reprises, comment on finance tout ça ? Dans le routier, aujourd'hui, on a eu quelques appels à projets de l'ADEME sur le véhicule électrique, le véhicule hydrogène, avec des enveloppes assez limitées, malgré tout, en termes d'investissement. Et aujourd'hui, on va dire une grande partie de toute cette politique de décarbonation que nous mettons en œuvre, elle est supportée par le privé. Il y a des aides de l'ADEME. En tout cas, merci pour cette formidable transition une fois de plus, puisque l'ADEME est dans la salle et elle va, Dorine Cornet va intervenir sur le sujet et sur tous les leviers justement à disposition de l'ADEME pour aider les différents modes de transport. Merci à vous trois. On vous applaudit. Je vous dis à tout à l'heure pour les ateliers.